Au cours de la dernière semaine de mai 1940, le corps expéditionnaire britannique se retrouva dans la situation la plus désespérée qu'une armée britannique ait jamais connue de mémoire d'homme. Ce qui avait commencé comme un déploiement confiant pour défendre la France contre l'agression allemande s'était transformé en une retraite catastrophique. Et la tactique du Wehrmacht Blitzkrieg avait traversé la forêt d'Ardennes. Un terrain que le haut commandement français avait bêtement jugé impossible pour les divisions blindées, et en seulement 10 jours, les unités de pensée allemands avaient atteint la côte de la Manche. Les forces alliées furent coupées en deux et près de 400 000 soldats britanniques, français et belges se sont retrouvés piégés dans une poche de plus en plus réduite autour de la ville côtière de Dunkerque. Et la situation du 20 mai était tout simplement apocalyptique. Les forces allemandes avaient capturé Abbeville, Amy et Harris, coupant ainsi les lignes de ravitaillement du BEF et tout espoir de retraite des combats vers le sud. Le maréchal Lord Gore, commandant les forces britanniques, se trouva confronté à un choix impossible. Il pourrait tenter une évasion qui échouerait presque certainement. Où il pourrait se replier sur la côte et prier pour que la Royal Navy puisse extraire ses hommes avant que les Allemands ne les anéantissent sur les plages. Winston Churchill, qui, devenu Premier ministre 10 jours plus tôt, le 10 mai, a compris les enjeux avec une clarté brutale. Et si le BEF était détruit ou capturé, la Grande-Bretagne perdrait non seulement une armée mais la totalité de sa force militaire entraînée. La nation insulaire se retrouverait pratiquement sans défense contre une invasion. Churchill écrivit plus tard qu'il craignait que cela ne soit le plus grand désastre militaire de l'histoire britannique. Et la géographie de Dunkerque présentait ses propres défis. Cruel. Le port de la ville avait été lourdement bombardé par le Luftwaffe, rendant les principales installations portuaires largement inutilisables. Grand destroyer naval et transport. Les navires ne pouvaient pas s'approcher des plages peu profondes où se rassemblaient des milliers de soldats. L'eau n'était tout simplement pas assez profonde. Les hommes ont pataugé jusqu'à la poitrine dans les eaux froides du canal, dans l'espoir d'atteindre les navires qui ne pouvaient pas s'approcher suffisamment pour les récupérer efficacement. Certains soldats se tenaient debout sur des centaines de mètres dans la mer, attendant des heures sous une attaque aérienne constante. Le vice-amiral Bertram Ramsay, commandant l'évacuation de son quartier général situé dans les tunnels sous Castle, a reconnu que les ressources navales conventionnelles ne pouvaient à elles seules résoudre cette crise. Il lui fallait des bateaux à faible tirant d'eau. Des bateaux qui pouvaient naviguer jusqu'aux plages et aux môles du port endommagé. Le 14 mai, la BBC avait diffusé une demande de l'Admiralté demandant à tous les propriétaires de bateaux de plaisance automoteurs d'une longueur comprise entre 30 et 100 pieds d'immatriculer leurs navires. Les petits navires anglais étaient appelés à la guerre. Et la réponse a été extraordinaire, même si elle n'est pas universellement volontaire. De nombreux bateaux furent simplement réquisitionnés. Leurs propriétaires n'ont jamais consulté. Des traîneaux de pêche de Ramsgate et de Margat, des vedettes fluviales Temp, des yachts à moteur privé, des barges à voile et même des canots de sauvetage étaient rassemblés dans les ports de la côte sud. Certains propriétaires ont remis sur leurs navires volontairement. D'autres ont regardé, impuissants, le personnel naval s'éloigner avec ses biens les plus précieux. Mais parmi ceux qui ont répondu à l'appel se trouvaient des civils qui refusaient de laisser d'autres personnes mettre leurs bateaux en danger. Ils iraient eux-mêmes. Ce n'étaient pas des jeunes hommes en quête de gloire. Beaucoup étaient des marins d'âge moyen ou âgés, expérimentés, qui comprenaient mieux les dangers de la mer que n'importe quel matelot naval. Fraîchement formés. Ils savaient pourquoi ils se portaient volontaires. Un passage dans une zone de guerre sous le feu ennemi sans protection militaire. L'un de ces hommes avait 67 ans et vivait tranquillement à Richmond, dans le Surrey. Il avait déjà survécu à plus de catastrophes maritimes que la plupart des marins n'en rencontrent dans leur cauchemar. Son nom était Charles Herbert Littell, et il était sur le point d'ajouter un dernier chapitre extraordinaire à une vie en mer déjà légendaire. Charles Herbert Lollet trompait la mort bien avant la naissance de la plupart des soldats qu'il allait sauver. Né le 30 mars 1874 à Chilanaché, il prend la mer pour la première fois à l'âge de 13 ans, en apprentissage sur un voilier à destination de l'Amérique du Sud. À 15 ans, il avait survécu à un cyclone dans l'océan Indien qui avait dématé son navire et a laissé l'équipage à la dérive, impuissant, pendant des semaines. Et la plupart des garçons auraient abandonné la navigation après une telle épreuve. Laito n'était pas la plupart des garçons. Son début de carrière se lit comme un roman d'aventure écrit par un auteur particulièrement sadique. Il a survécu à un incendie en mer, a fait naufrage sur une île déserte de l'océan Indien et a contracté le paludisme si gravement que les médecins s'attendaient à sa mort. Pendant la ruée vers l'or du Klondike. En 1898, il abandonna complètement la marine marchande et se rendit au Yukon, prospectant l'or et travaillant comme cow-boy en Alberta, au Canada. Lorsque cette entreprise a échoué, il a pris des trains de marchandises illégalement à travers l'Amérique du Nord, vivant comme un clochard avant de finalement retourner en Grande-Bretagne et sur la mer en 1900. Laito avait rejoint la White Star Line, l'une des plus prestigieuses compagnies maritimes les plus importantes du monde. Et sa compétence et son expérience lui ont permis de gravir régulièrement les échelons. En avril 1912, il avait obtenu le poste de second officier à bord du plus récent et plus grand navire de la compagnie, le RMS Titanic. Ce qui s'est passé
Dans la nuit du 14 avril 1912 marquera à jamais Lola dans l'imaginaire public. Lorsque le Titanic heurta un iceberg et entama sa descente fatale vers le nord Atlantique, Lola n'était pas en service et dormait. Elle s'est réveillée dans le chaos. Prenant le commandement des canots de sauvetage bâbord, il a appliqué le protocole d'abord pour les femmes et les enfants avec une rigidité absolue, refusant parfois de permettre aux hommes de monter dans les bateaux, même lorsque les sièges restaient vides. Son raisonnement était controversé, mais cohérent. Il craignait que les hommes se précipitant sur les bateaux ne provoquent la panique et ne les fassent chavirer. L'Aïtoula n'a pas quitté le navire dans un canot de sauvetage. Elle est restée à bord jusqu'à la toute fin, plongeant dans l'eau glacée alors que le pont submergeait sous lui. Et la succion du navire en perdition l'a tiré vers le bas. Un puits de ventilation, où il a été plaqué contre une grille métallique par l'eau entrante. Juste au moment où la noyade semblait certaine, un souffle d'air chaud provenant des profondeurs du navire l'a renvoyé à la surface. Il a nagé jusqu'à un canot de sauvetage pliable renversé et a passé la nuit debout au sommet de sa coque avec environ 30 autres survivants, en équilibre pour empêcher l'embarcation instable de rouler et de les noyer tous. Parmi les officiers du Titanic, Lolé était le plus ancien à avoir survécu. Il a longuement témoigné lors des enquêtes américaines et britanniques sur le désastre, défendant les Blancs. Starlin et le capitaine Edward Smith avec une loyauté farouche. Les critiques l'ont accusé de protéger l'entreprise. Mais Lolé n'a jamais hésité. Elle pensait que l'équipage avait fait son devoir dans des circonstances impossibles. Et la Première Guerre mondiale a apporté de nouvelles opportunités d'héroïsme. Lolé commandait plusieurs navires de la Royal Navy, notamment des torpilleurs et des destroyers. En 1918, commandant le HMS Gary, il percuta et coula le sous-marin allemand UB-110 en mer du Nord. Pour cette action, il a reçu une barrette à sa croix de service distinguée. Après la guerre, Lola tenta de revenir à la navigation commerciale, mais la White Star Line n'avait aucun moyen de le faire. Poste de direction disponible. L'ombre du Titanic paraissait trop grande. Elle a été discrètement écartée, rappelant une tragédie que l'entreprise souhaitait oublier. En 1940, il était à la retraite depuis des années, dirigeant une petite maison d'hôtes et s'occupant de son yacht à moteur bien-aimé, Saint d'honneur, sur le Tampam. Il avait 67 ans, les cheveux grillés, selon toute mesure raisonnable, il en avait fini avec l'aventure. La mer, cependant, n'en avait pas fini avec Charles Littella. Le parc de petites embarcations de l'Admiralté rassemblait tranquillement des bateaux depuis midi. Mais le 26 mai 1940, la situation était devenue si critique que l'appel fut lancé. Sortir avec une urgence désespérée. Le vice-amiral Ramsay avait besoin de tous les bateaux de mer capables de traverser la Manche. Des officiers de marine et des volontaires civils se sont déployés à travers les sties du Tampam, les ports du Sud et les yacht clubs d'Angleterre. Identifier les navires appropriés et soit les réquisitionner directement, soit faire appel au patriotisme de leurs propriétaires. Le Saint d'honneur était un yacht à moteur de 58 pieds, bien que l'Aito lui-même l'ait toujours décrit comme mesurant 40 pieds à la ligne de flottaison, ce qui était la mesure importante pour la manipulation. Construit en 1930 par le chantier naval Taft Brothers à Teddington, c'était un beau navire avec une poupe de croiseur et un seul moteur diesel. Lola l'avait acheté en 1929 et avait passé des années à la modifier et à l'améliorer. Elle était sa fierté, son passe-temps et son dernier lien avec la vie maritime qu'il avait défini. Lorsque l'Admiralté envoya des représentants réquisitionner le Saint d'honneur, Lola refusa catégoriquement de le livrer à des étrangers. Elle l'emmènerait lui-même à Dunkerque, où elle n'y irait pas du tout. Les fonctionnaires ont protesté. Elle avait 67 ans, bien trop âgée pour une zone de combat. La réponse de l'Aïtoula a été typiquement brutale. Elle avait plus d'expérience en mer que n'importe quel jeune marin. Note qu'il pourrait attribuer. Elle connaissait intimement les caprices et les capacités de Saint d'honneur, et il y allait, qu'il l'approuve ou non. L'Admiralté a cédé, mais non sans condition. Il ne sanctionnerait pas officiellement son voyage. S'il y est allé, il est parti en tant que volontaire civil, sans ordre naval et donc sans aucune prétention à un soutien ou à une protection navale. Lola a accepté ces conditions sans hésitation. Elle n'avait jamais attendu la permission pour faire ce qu'il fallait. Son équipage serait réduit au nombre de 2 hommes. Son fils aîné, Roger, servait déjà dans la Royal Navy et n'était pas disponible. A eu lieu de cela, Lola a recruté son plus jeune fils, Herbert Francis Lola, âgé de 18 ans et désireux de faire ses preuves. Le troisième membre de l'équipage était un jeune éclaireur nommé Gerald Ashcraftoft, à peine plus âgé qu'Herbert. 3 hommes pour naviguer dans une zone de guerre et ramener autant de soldats qu'ils peuvent en transporter. Le matin du 1er juin 1940, le Saint d'honneur quitta le bassin des yachts de Kubi à Chiswick, descendant les Tampam vers la mer. Le voyage jusqu'à Axangrave Ramsgate, le point de rassemblement désigné pour les petits navires, a pris la majeure partie de la journée. Le long du en chemin, Lola a observé des dizaines d'autres petites embarcations se dirigeant dans la même direction. Bateaux de pêche, croiseurs de plaisance, vedettes fluviales et même bateaux à aubes. Et la flotte hétéroclite représentait toutes les classes de la société britannique. Des riches propriétaires de yachts aux pêcheurs actifs. Et la guerre les avait tous égaux. À Ramsgate,
L'Aito autorité ait reçu ses instructions. Et la traversée serait dangereuse. Les avions allemands contrôlaient le ciel de Dunkerque. La Luftwaffe bombardait sans relâche les plages et le port. Des mines magnétiques avaient été larguées dans les chenaux d'approche et U-boats rôdaient dans les eaux plus profondes. Beaucoup d'eux. Les petits bateaux qui avaient déjà fait la traversée n'étaient pas revenus. Lola a écouté, a hoché la tête et n'a posé qu'une seule question. Quelle route doit-il emprunter? L'officier de marine a fourni des cartes montrant les canaux dégagés à travers les champs de mines. Au-delà de cela, l'Aito serait seul. Et il n'y aurait aucune escorte, aucune couverture aérienne, aucune garantie de sauvetage si le Saint-Donner était touché. Alors que la nuit tombait dans la soirée du 1er juin, Lola guida le Saint-Donner hors du port de Ramsgate et pointa sa proue vers la France. Derrière lui, les lumières de l'Angleterre se fondirent dans l'obscurité. En avant. Le feu, la fumée et les cris des mourants. Elle avait 67 ans et il ne s'était jamais senti aussi vivant. Dans la nuit du 1er juin 1940, la Manche était d'un calme trompeur. Une légère houle roulait sous la coque du Saint-Donner alors que l'Aito tenait le volant, les yeux fixés sur la boussole et l'obscurité devant lui. Et la traversée de Ramsgate à Dunkerque faisait environ 39 000 marins. Normalement, un voyage simple pour un plaisancier expérimenté, mais rien dans ce voyage ne serait normal. Le premier défi était les mines. Les avions allemands larguaient des mines magnétiques dans les canaux de navigation depuis semaines, et même les itinéraires soi-disant dégagés ne pouvaient pas être entièrement fiables. Les mines traditionnelles explosaient au contact, mais les mines magnétiques étaient déclenchées par les coques métalliques des navires qui passaient, explosant sous elles sans avertissement. Lola avait équipé le Saint-Donner d'un câble dégorgé, un fil électrique enroulé autour de la coque qui réduisait sa signature magnétique, mais de telles précautions offraient une protection limitée. Chaque instant de la traversée comportait le risque d'un anéantissement soudain. Le jeune Herbert montait la garde à la proue, scrutant l'eau noire à la recherche de tout signe de débris flottants ou de cornes révélatrices de mines à contact. Gérald Ashcroft a surveillé le moteur, s'assurant que Saint-Donner maintenait une vitesse constante de 8 nœuds. La conversation était minime. Chacun comprenait ce que signifiait l'échec, et aucun ne souhaitait détourner les autres de leur devoir. À mesure que l'aube approchait, les côtes françaises se révélaient, non pas à travers l'éclair progressif de l'horizon, mais à travers une lueur orange infernale. Dunkerque brûlait. Les réservoirs de stockage de pétrole près du port avaient été touchés par des bombardiers allemands quelques jours plus tôt, et l'enfer qui en résultait envoyait des colonnes d'épaisse fumée noire à des milliers de pieds dans les airs. Et la fumée était visible depuis l'Angleterre par temps clair, une tache sombre sur le sud. Horizon qui annonçait une catastrophe. En se rapprochant, Hitler pouvait distinguer des détails individuels à travers la brume. Les plages étaient noires d'hommes, non pas des dizaines ou des centaines, mais des dizaines de milliers, s'étendant le long du sable en ligne qui disparaissait dans la fumée. Certains ont pataugé dans l'eau, les bras levés, dans l'espoir d'attirer l'attention des bateaux qui passaient. D'autres gisaient immobiles, qu'ils soient endormis, blessés ou morts, il était impossible de le savoir de loin. Le bruit les atteignit ensuite. Le bourdonnement constant des moteurs d'avion, le craquement aigu des canons anti-aériens, le grondement plus profond des tirs d'artillerie navale depuis les destroyers. Au large, et au-dessous de tout cela, un son que l'Aito n'oublierait jamais, le murmure collectif d'hommes épuisés et effrayés, un bourdonnement humain sourd qui traversait l'eau comme le gémissement d'une bête blessée. Au-dessus des plages, les Junkers allemands du A-87 Stuka tournaient comme des vautours, sélectionnant leur cible avant de plonger avec leurs sirènes hurlantes distinctives. Lola a vu une attaque se dérouler en temps réel. Un Stuka s'effondre presque verticalement vers un groupe de soldats sur le sable, lâchant ses bombes au dernier moment avant de se redresser brusquement. Les explosions ont fait voler des corps et des débris. Les survivants se sont dispersés uniquement vers reformer leurs signaux quelques instants plus tard. Il n'y avait nulle part où aller. Lola avait déjà vu la mort. Elle avait vu 1500 personnes périr dans l'Atlantique Nord glacial. Mais Dunkerque était différent. Il ne s'agissait pas d'une simple catastrophe, mais d'un massacre continu, d'une boucherie mécanisée qui ne montrait aucun signe d'arrêt. Les forces allemandes entourant le périmètre resserraient quotidiennement leur emprise. Chaque heure qui passait signifiait que moins d'hommes pouvaient être sauvés. Elle poussa l'accélérateur du Saint-Donner vers l'avant, attirant ainsi plus de vitesse de son moteur diesel. Le Eastmole, un étroit brise-lames en bois s'étendant dans le port, était son destination. Des navires plus gros pourraient s'y arrimer et je chargeais directement les soldats, évitant ainsi le processus fastidieux consistant à expulser les hommes des plages. Et si Saint-Donner pouvait atteindre la taupe intacte, elle pourrait charger rapidement et partir avant que le Luftwaffe n'en fasse une cible. Le brise-lames était à peine éloigné d'un demi-mille lorsque le premier avion allemand se tourna vers eux. Le Stuka arrivait bas et rapidement, son train d'atterrissage fixe lui donnant l'apparence d'un oiseau prédateur aux serres étendues. L'Aitula n'a pas paniqué. Elle avait affronté la mort trop de fois pour gaspiller son énergie dans la peur. A eu lieu de cela, il a observé l'approche de l'avion avec une attention clinique, attendant le moment précis avant qu'il ne s'engage dans sa plongée. Puis il a fait tourner la roue du Saint-Donner vers tribord. Le yacht s'est brusquement rétabli,
sa coque coupant un arc blanc dans les eaux grises. Les bombes du Stuka sont tombées là où se trouvait le Saint-Donner quelques secondes plus tôt, explosant sans danger dans la mer et envoyant des geysers d'eau en cascade sur son pont. Le pilote s'est redressé et s'est éloigné. Cherchant des cibles plus faciles parmi les dizaines de navires qui se pressaient aux abords du port. Lola redressa leur route et poursuivit sa route vers le môle. Le brise-lames était le chaos manifesté. Les destroyers et les compagnies de passagers se bousculaient pour prendre position, leurs équipages transportant à bord des soldats épuisés, tandis que les obus allemands explosaient dans l'eau autour d'eux. Des bateaux plus petits s'élançaient entre les plus gros navires comme des vairons parmi les baleines, récupérant les hommes de l'eau et les acheminant vers des navires qui ne pouvaient pas s'approcher des bas-fonds. Trouver une naissance à côté de la taupe s'est avéré presque impossible. Tous les espaces disponibles étaient occupés et les officiers de la marine criaient des instructions contradictoires à travers des mégaphones. Lola les a ignorés. Elle a manœuvré le Saint-Donner le long d'une section du brise-lames où les planches de bois avaient été partiellement détruites par les bombardements, créant ainsi un espace que les plus gros navires ne pourraient pas utiliser. C'était juste assez large pour son yacht. Les soldats sont montés à bord dans une inondation. Ils n'ont pas attendu les instructions ordonnées ni les signaux polis comme ils l'avaient fait sur les plages. Ces hommes attendaient depuis des jours sous des bombardements constants, avec peu de nourriture et d'eau. Beaucoup n'avaient pas dormi depuis 72 heures. Quand ils ont vu le pont du Saint-Donner, ils ont simplement grimpé, sauté et se sont précipités à bord avec une énergie désespérée. Lola avait calculé que le Saint-Donner pouvait transporter en toute sécurité 21 passagers en plus de son équipage. Ce chiffre était basé sur des réglementations de paix, en supposant des équipements de sauvetage et conditions calmes. Elle avait apporté des gilets de sauvetage supplémentaires, mais ils étaient loin d'être suffisants pour le nombre de personnes se pressant désormais vers son navire. En quelques minutes, il avait 50 hommes à bord, puis 60, puis 80. Le yacht s'enfonçait de plus en plus dans l'eau, son franc-bord diminuant avec chaque soldat supplémentaire. Le fils de l'Ayatollah, Herbert, dirigeait les hommes sous le pont, les entassant dans la cabine, la salle des machines et dans tous les espaces imaginables. Gerald Ashcraft comptait les têtes à leur passage, perdant la trace quelque part au-delà de 100. Un officier de marine sur le môle a crié que le Saint-Donner était surchargé et devait partir immédiatement. L'Ayatollah a répondu que il partirait quand il aurait rempli chaque centimètre carré d'espace. D'autres soldats s'entassèrent à bord. Certains furent blessés, aidés par leurs camarades. D'autres ne portaient rien d'autre que les fusils qu'ils refusaient d'abandonner. Quelques-uns étaient des Français, séparés de leurs unités et désespérés de s'échapper. Au moment où Lola a finalement donné l'ordre de larguer les amarres, 127 soldats s'étaient entassés dans un yacht de 40 pieds conçu pour une fraction de ce nombre. Les hommes sous le pont étaient si serrés qu'ils ne pouvaient pas s'asseoir. Ceux qui sont sur le pont se couchent à plat pour abaisser le centre de gravité du navire et réduire le profil de la cible pour le mitraillage des avions. Et la ligne de flottaison du Saint-Donner avait entièrement disparu. Le canal léchait ses plabords et toute vague significative déferlerait sur son pont. Un coup de pied, un quasi-accident, un moment de panique obligeant les hommes à déplacer brusquement leur poids. N'importe lequel d'entre eux le ferait chavirer instantanément, noyant toutes les âmes à bord. L'Ayatollah a engagé le moteur et a pointé la proue du Saint-Donner vers l'Angleterre. Le voyage du retour serait bien plus dangereux que la traversée. Le poids de 130 âmes pressait le coucher du soleil dangereusement bas dans l'eau alors que Lola ouvrait les gaz et s'éloignait du port en feu. Son équipage de 3 personnes était désormais responsable de 127 soldats, dont la plupart n'avaient jamais mis les pieds sur un yacht auparavant et dont aucun ne comprenait à quel point leur situation était précaire. Un seul faux mouvement pourrait tous les tuer. Et la première commande de l'Ayatollah était absolue et non négociable. Personne ne devait bouger sans son autorisation express. Les soldats sous le pont resteraient sous le pont. Ceux qui gisaient à plat sur les zones ouvertes resteraient couchés à plat. Tout homme qui se levait, changeait de position ou faisait gîter le navire mettrait en danger non seulement lui-même mais tous les autres hommes à bord. Les troupes épuisées, dont beaucoup étaient des fantassins chevronnés qui avaient mené une brutale action d'arrière-garde à travers la France, obéirent sans poser de questions. Ils reconnaissaient l'autorité lorsqu'ils l'entendaient. Le la traversée de la Manche qui aurait dû prendre 4 heures en prendrait près de 6. Le Saint-Donner ne pouvait pas atteindre sa vitesse de croisière normale avec une telle charge. Son moteur a été mis à rude épreuve par le poids et Lola a été obligé de réduire les gaz pour éviter une surchauffe. Chaque minute supplémentaire passée dans l'eau augmentait la probabilité d'être découvert par les avions allemands. Le Luftwaffe les a trouvés à 2 reprises. Et la première attaque est survenue environ 45 minutes après le départ. 3 chasseurs Messerschmitt Bf 109 ont repéré le yacht surpeuplé et ont quitté leur patrouille pour enquêter. Lolé les regarda approcher, calculant les angles et le timing avec la même précision froide qu'il avait utilisée contre le gardien du môle. Alors que l'avion de tête commençait sa course de mitraillage, il attendit que ses canons soient engagés, puis lança le Saint-Donner dans un virage serré. Des tirs de mitrailleuses ont piqué l'eau là où se trouvait le yacht quelques instants auparavant. Les soldats sur le pont s'appuyaient davantage contre le bordé, certains priant à haute voix, d'autres se contentant de fermer leurs portes. Leurs yeux. Les messes ont fait 2 autres passages,
à chaque fois frustrés par l'anticipation de Lola sur leur vecteur d'attaque, finalement à court de carburant ou de munitions, ils se sont interrompus et sont repartis vers la France. Herbert et Gérald se déplaçaient parmi les hommes, distribuant les maigres réserves d'eau que Saint-Donner transportait et offrant autant de réconfort qu'ils pouvaient. De nombreux soldats n'avaient pas eu d'eau fraîche depuis des jours et certains souffraient de blessures qui nécessitaient des soins bien au-delà de ce que la trousse de premier secours d'un yacht pouvait fournir. Le mieux que les jeunes membres de l'équipage pouvaient offrir était des encouragements et la promesse que l'Angleterre dessinait plus proche à chaque minute qui passe. Et la deuxième attaque aérienne était plus dangereuse. À Ancre solitaire, son bombardier 111, revenant probablement d'une mission au-dessus de la flotte d'évacuation, a repéré Saint-Donner et est descendu pour l'observer de plus près. Les bombardiers étaient moins maniables que les chasseurs, mais leur charge utile était bien plus destructrice. Un seul coup direct anéantirait le yacht et tous ceux à bord. Lola a employé une tactique qui exigeait un courage extraordinaire. Alors que le Ancre se préparait pour son bombardement, il s'est dirigé directement vers l'avion plutôt que de s'en éloigner. Cette manœuvre contre-intuitive a raccourci la fenêtre de ciblage des bombardiers et l'a rendu presque impossible pour le bombardier de calculer le bon point de largage. Les bombes sont tombées sur la poupe, suffisamment près pour inonder le pont d'Embrun, mais suffisamment loin pour laisser le Saint-Donner intact. Le Ancre ne revint pas pour une seconde tentative. Peut-être que son équipage pensait que le quasi-accident avait été suffisant, ou peut-être avait-il simplement d'autres cibles à poursuivre. Lollet n'a pas spéculé sur les motivations allemandes. Elle a simplement ajusté sa trajectoire et a continué vers Ramsgate. À mesure que l'après-midi avançait, la fumée de Dunkerque s'estompait derrière eux et les falaises blanches d'Angleterre émergeaient de la brume. En avant. Les soldats qui avaient gardé un silence stoïque pendant des heures ont commencé à pleurer ouvertement sur les lieux. Le port de Ramsgate, dans la soirée du 1er juin 1940, fut le théâtre d'un pandémonium organisé. Des destroyers, des avions à passagers, des traîneaux de pêche et des dizaines de petites embarcations se bousculaient pour naître le long des touches. Les équipes médicales se sont précipitées à la rencontre des navires qui arrivaient, des brancardiers poussant à travers des foule de soldats épuisés qui étaient assis ou allongés partout où ils pouvaient trouver de la place. Le service volontaire féminin avait créé des cantines, distribuant du thé et des sandwichs aux hommes qui n'avaient pas bien mangé depuis des jours. Les responsables des chemins de fer ont coordonné le mouvement des personnes secourues troupes vers des trains qui les transporteraient vers des camps dans tout le sud de l'Angleterre. Dans ce chaos, Saint-Donner est passé presque inaperçu. Après tout, ce n'était qu'un petit yacht parmi les centaines de navires qui avaient fait la traversée. Un officier de marine qui dirigeait la circulation lui a à peine jeté un coup d'œil avant de faire signe à Lola vers une section vide de qui. Ce n'est que lorsque les soldats ont commencé à débarquer que l'on a réalisé que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Ils continuaient à venir. 10 hommes, puis 20, puis 50. Les dockers ont arrêté ce qu'ils faisaient pour regarder. Un commandant naval a abandonné son bloc-notes et s'est dirigé vers le yacht, comptant dans sa barbe. 70 hommes, 80, 90. Pourtant, ils émergeaient du pont inférieur, clignant des yeux dans la lumière du soir, trébuchant sur les jambes qui avaient été à l'étroit pendant des heures dans des positions impossibles. Lorsque le décompte final a atteint 127 soldats, plus les 3 hommes d'équipage, le commandant de la marine a demandé à savoir comment Lola avait fait cela. Et la capacité officielle du yacht était de 21 passagers. Lola avait dépassé cette limite de plus de 500%. La réponse résidait dans le matelotage, le courage et une connaissance approfondie des capacités du Saint-Donner. Lola avait réparti le poids avec un soin méticuleux, plaçant les hommes plus lourds plus bas dans le navire pour maintenir le poids. Stabilité. Elle avait interdit tout mouvement pour éviter des changements brusques qui pourraient faire chavirer l'embarcation surchargée, et il avait fait confiance à ses propres décennies d'expérience plutôt qu'à tout règlement officiel rédigé par des hommes qui n'avaient jamais été confrontés à de telles circonstances. Les mathématiques de l'opération Dynamo, telles que l'évacuation de Dunkerque était officiellement désignée, étaient en échelonnement. Entre le 26 mai et le 4 juin 1940, entre 300 et 38. 226 soldats alliés sont évacués de France. Parmi eux, environ 98 000 ont été transportés directement des plages par de petites embarcations. Le reste s'embarqua depuis les môles du port et fut transporté par de plus gros navires navals et civils. Et la contribution de Saint-Donner de 127 hommes représentait une infime fraction de ce total. Pourtant, proportionnellement, aucun autre navire n'a réalisé un résultat comparable. Des destroyers avec des équipages de plusieurs centaines de personnes ont sauvé des milliers de personnes, mais il s'agissait de navires de guerre spécialement conçus et dotés d'une énorme capacité. Lola avait accompli son exploit avec un yacht de plaisance dont l'équipage était composé de 2 adolescents et d'un retraité. Le coût humain de l'évacuation a été très lourd. Plus de 68 000 soldats britanniques ont été tués, blessés ou capturés pendant la campagne de France. Le BEF a abandonné presque tout son équipement lourd, ses chars, son artillerie, ses véhicules et ses fournitures valant des millions de livres. 6 destroyers étaient coulés avec de nombreux autres navires navals et civils. Plus de 200 petites embarcations ont été perdues, dont beaucoup de toutes mains. Pourtant, Churchill,
s'adressant au Parlement le 4 juin, a transformé une catastrophe potentielle en fondement d'une résistance continue. L'évacuation avait sauvé le noyau de l'armée britannique. Ces hommes formeraient le noyau autour duquel de nouvelles divisions pourraient se construire. Le miracle de Dunkerque, comme on l'a appelé, a fourni à la Grande-Bretagne quelque chose de plus précieux que n'importe quelle quantité d'équipement. J'espère que Lola n'a fait aucun discours. Et elle n'a accepté aucune entrevue. Quand les journalistes sont venus chercher l'histoire de le vieux plaisancier qui avait sauvé 127 hommes, ils l'ont trouvé déjà parti, remontant le sein d'honneur vers la maison. Et elle avait fait son devoir. C'était suffisant. Charles Herbert Lollet est retourné à sa vie tranquille à Richmond sans aucune attente de reconnaissance ni aucun désir de célébrité. Et elle avait fait ce que tout Anglais honnête ferait. Du moins c'est ce qu'il croyait. Le fait que la plupart des Anglais ne s'étaient pas portés volontaires pour naviguer dans une zone de guerre à 67 ans n'était pas pour lui une question pertinente. Le devoir était le devoir. Indépendamment de l'âge ou des circonstances, les autorités ont constaté. Compte différemment. Lola a reçu une mention dans les dépêches pour ses actions à Dunkerque, un honneur militaire généralement réservé au personnel en service, qui a fait preuve d'une conduite exceptionnelle. Et la citation louait ses qualités de matelotage, son courage et le nombre extraordinaire de soldats qu'il avait réussi à évacuer. Pourtant, l'Ayatollah parlait rarement de ce prix et ne l'affichait jamais de manière bien visible. Et sa croix de service distinguée de la Première Guerre mondiale revêtait pour lui une plus grande signification, représentant un conflit dans lequel son fils aîné avait également servi avec honneur. Et la tragédie avait déjà profondément marqué la famille Laito, et la Seconde Guerre mondiale allait ajouter encore plus de chagrin. Son fils Herbert, qui avait brûlé sein d'honneur pendant le voyage de Dunkerque, a survécu à la guerre et a continué à vivre une vie bien remplie. Mais son autre fils, Roger, pilote dans l'armée de l'air de la flotte, avait été tué en 1939 lors d'une attaque contre le cuirassé allemand Turpé. Un autre fils, Brian, est mort dans le même conflit. Lola a supporté ses pertes avec la détermination stoïque qui caractérisait sa génération. Des hommes qui avaient déjà enduré le massacre des tranchées. Appris que le chagrin devait être porté en privé. Lola elle-même est décédée le 8 décembre 1952 à l'âge de 78 ans. Paisiblement à Londres. Et sa vie remarquable s'est finalement terminée après près de 7 décennies d'aventures, de désastres et d'héroïsme discret. Les nécrologies se souviennent de lui principalement comme de l'officier survivant le plus âgé du Titanic. Un lien qui a éclipsé ses autres réalisations dans l'imaginaire public. Son sauvetage à Dunkerque fut mentionné, mais l'histoire n'avait pas encore acquis le statut légendaire qu'elle obtiendrait plus tard. Sein d'honneur a survécu à son maître pendant plusieurs décennies. Le yacht est passé par plusieurs propriétaires après la mort de Laito, chacun l'entretenant avec différents degrés de soins. En 2011, il a été acquis par le Ramsgate Maritime Museum où il a subi restauration importante. Aujourd'hui, elle se trouve dans une galerie spécialement construite et préservée comme un mémorial pour les petits navires et les civils ordinaires qui les ont menés vers un danger extraordinaire. Les visiteurs peuvent se promener autour de sa coque et s'émerveiller de ses dimensions modestes, sans comprendre comment 130 personnes auraient pu embarquer à bord. L'association des petits navires dunkerquois tient un registre des navires ayant participé à l'opération Dynamo. Chaque année, les bateaux survivants se rassemblent pour les commémorations et effectuent occasionnellement des traversées commémoratives vers les côtes françaises. Les petits navires sont devenus des symboles de la résilience britannique, représentant la volonté des citoyens ordinaires de prendre des risques. Tout pour la défense de leur nation. Leur histoire est enseignée dans les écoles, représentée dans des films et invoquée chaque fois que les politiciens souhaitent invoquer l'esprit d'unité nationale. Et il existe pourtant un danger à idéaliser Dunkerque. Churchill lui-même a mis en garde contre le fait de considérer l'évacuation comme une victoire. C'était, a-t-il rappelé au Parlement, une délivrance obtenue grâce à des efforts désespérés. Improvisation, pas triomphe stratégique. Et la Grande-Bretagne avait été chassée du continent, son armée humiliée et son équipement perdu. Les années à venir apporteraient de nouveaux désastres, la chute de Singapour, le bombardement des villes britanniques, l'usure effroyable des convois de l'Atlantique. Ce que Dunkerque a apporté n'était pas la victoire, mais la possibilité d'une victoire future. Les hommes sauvés de ces plages combattront à nouveau en Afrique du Nord, en Italie et finalement en Normandie. Parmi eux se trouvaient des soldats qui débarqueront le jour J 4 ans plus tard et reviendront en France en libérateurs plutôt qu'en réfugiés. Charles Lollet n'a jamais prétendu avoir changé l'histoire. Il a simplement amené 127 hommes